Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle délocalisation de la province à Paris. Je suis très heureuse de retrouver certains d'entre vous. Alors, la causerie d'aujourd'hui se propose de travailler sur beaucoup de livres, ce qui veut dire que je n'en ferai pas des analyses littéraires autonomes, mais que mon but à travers ces textes-là, c'est pas de faire de l'histoire littéraire, c'est de faire de l'histoire littéraire de la France. Pour le dire en des termes extrêmement prétentieux, ce que je veux faire, c'est un essai d'anthropologie de nos imaginaires d'après 14. Ah, vous n'entendez pas? Vous voulez que je recommence? Bon, alors je recommence. Là, c'est bon. Bon. Donc, je disais que j'ai mis beaucoup de livres ici sur le site que vous avez sans doute observé, et ça veut dire que je ne les analyserai pas comme on peut l'analyser dans une technique littéraire, mais je dirais que, en fait, je vais les utiliser pour faire l'histoire littéraire de la France. Et quand je dis faire l'histoire littéraire de la France, cela veut dire que je veux faire, même si ça peut sembler un peu prétentieux, un essai d'anthropologie de nos imaginaires, et particulièrement de nos imaginaires d'après 14, nos imaginaires de la guerre et nos imaginaires du soldat. Alors, j'ai pris donc une série de livres multiples. Je les ai pris d'abord parce qu'ils révèlent notre histoire. Je pense évidemment au Grand Troupeau de Jean Giono, ou qu'ils ont déterminé nos imaginaires. Je parle de l'influence considérable qu'a eu sur la représentation de la guerre de 14 et de la guerre en général, Le voyage au bout de la nuit de Céline. Mais je dirais aussi que si certains sont en quelque sorte comme le 14 d'Echenoz, des symptômes de ce qu'est notre imaginaire de la guerre, d'autres invitent désormais à les recomposer, et je pense aux trois livres qui font la fin de ma liste, Élie de Noix de Saint-Marc, Les Chants de Braise, puis L'Obéissance de François Sureau, et Où j'ai laissé mon âme de Jérôme Ferrari. Vous voyez que je fais des incursions dans des guerres qui ne sont plus la guerre de 14, puisque l'histoire d'Élie de Noix de Saint-Marc commence avec la Résistance et s'achève avec la guerre d'Algérie, et que l'ouvrage de Ferrari traite la guerre d'Algérie. Mais c'est bien l'imaginaire de la guerre et du soldat qui sont à nouveau remis en cause. Après cette trop longue préparation, je vais donc me rendre conforme au désir qui m'a toujours dit « Ne parle donc pas, laisse donc d'abord la parole aux auteurs ». Et je vais commencer, comme de coutume, par une jolie citation. « Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre, heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles, car elles sont l'image et le commencement, et le corps et l'essai de la maison de Dieu. » Alors certains d'entre vous ont reconnu un extrait de L'Ève de Péguy, un extrait de 1913. Et je dirais que cet extrait-là, ma génération le connaît sans doute encore, la nouvelle ne le connaît pas du tout. Péguy est devenu absent, invisible dans l'univers de notre imaginaire. Et pour être sérieux, cette célébration du sacrifice héroïque, il est déjà devenu impossible dans les années 30. Il est déjà devenu impossible parce que la mémoire de 14-18 a été la mémoire de la détestation de la guerre. Et je dirais même que, d'une certaine manière, elle a aboli la religion civile qui était fondatrice de notre imaginaire depuis la Révolution française. Quand je parle de religion civile, je parle bien sûr de tous ces rites politiques qui ont permis de célébrer la nation. Ça va du 14 juillet
jusqu'à la tombe du soldat inconnu. Ça va du chant de la Marseillaise jusqu'au chant du départ que pendant toute la période des années 60, on ne voulait plus enseigner parce qu'on disait il est quand même scandaleux de mettre des enfants face à cet amour du sang et de la barbarie. Donc, je dirais que les valeurs du sacrifice héroïque, elles ont complètement disparu après 14-18, enfin complètement. Elles ont très largement disparu. En France, sans doute en Allemagne, n'est-ce pas la même question, parce que Ernst Junger et ses orages d'acier ont donné une autre image de 14-18. Mais nombreux sont les pacifistes, et attention, quand j'emploie le mot pacifiste, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a des pacifismes, et je vous dirai quel est le mien à la fin de cette causerie. Nombreux sont les pacifistes qui se réjouissent de cette espèce d'interdit sur la réflexion sur le soldat, sur l'héroïsme, sur la guerre. Mais moi, je pense que c'est toujours très, très dangereux. Parce que lorsqu'on oublie complètement ce que c'est que la guerre, lorsqu'on oublie le guerrier, on opère par définition quelque chose qui ressemble à un déni. Et un déni, ça provoque un retour brutal. Vous savez, ça provoque le retour du refoulé. Et le refoulé, ça explose dans tous les sens et ça n'est pas très, très canalisable. Donc, il y a une séduction de la guerre. Il y a une valeur du guerrier dont nous n'avons plus jamais parlé. Et pendant un temps, la littérature s'est complètement enfermée dans une espèce de logique soit de la déconstruction, soit une logique de la célébration du petit moi, de ses émois, une logique complètement solipsiste. Il est certain que nous sommes en train d'en sortir et que refleurit aujourd'hui une littérature de guerre qui a eu les prix littéraires que l'on sait, et ça n'est pas un hasard, il y a là un symptôme, il y a là un signe que je voudrais interroger. Donc voilà comment je compte procéder. Je compte partir évidemment de l'effacement du roman national et de la mémoire du soldat à partir de 14-18, avec deux ouvrages très différents. Le Grand Troupeau de Giono, qui me semble être le roman qui dit la rupture radicale qu'a été cette guerre inouïe, inédite, invraisemblable, et qui le dit dans les termes d'une apocalypse, et puis Le Voyage, qui a programmé notre mémoire, et dont finalement le dernier avatar est sans doute ce 14 des Schnose dont je compte vous parler. Le renouveau de la réflexion sur la guerre et sur le guerrier, je l'ai proposé à partir des Chants de braise d'Élie Denoy de Saint-Marc, et les retrouvailles avec la figure du soldat, avec L'obéissance de François Sureau qui date de 2006, et Où j'ai laissé mon âme de Jérôme Ferrari, qui aurait bien dû avoir le prix Goncourt parce que c'est meilleur que son sermon sur la chute de Rome. Mais peut-être vous ne serez pas forcément d'accord avec moi. Alors le grand troupeau, qu'est-ce que c'est ? Le grand troupeau, c'est ce qui nous désigne véritablement la guerre comme impensable. Elle est impensable parce qu'elle déchire l'ordre du monde. La France rurale vivait dans une communion avec l'ordre naturel. En fait, on était encore dans ce que Raoul Vaneigem appelle la vie unitaire. Chaque homme est relié finalement à l'ensemble de la création. On peut dire finalement que cette France rurale, elle est encore prémoderne. Quand je dis prémoderne, c'est au sens tout simplement où la logique analytique, séparatrice, qui nous vient de la révolution cartésienne, n'a pas pénétré ce monde dans lequel chaque petit être, chaque microcosme est relié à l'ensemble de la création et vibre avec elle. Autrement dit, la contestation que les phénoménologues font dans les années 1930 de la modernité, elle est complètement inutile pour cet univers-là qui vibre au rythme naturel, aux rythmes essentiels. Et le surgissement, évidemment, de cette inouïe, c'est penser dans les termes de l'Apocalypse. C'est sur la bête de l'Apocalypse
que s'ouvre le grand troupeau. Je vous donne là le titre du premier chapitre et le premier paragraphe qui l'ouvre. « Elle mangera vos béliers, vos brebis et vos moissons ». C'est une annonce apocalyptique de type biblique. La nuit d'avant, on avait vu le grand départ de tous les hommes. C'était une épaisse nuit d'août qui sentait le blé et la sueur de cheval. Les attelages étaient là dans la cour de la gare. Les gros traîneurs de charrues, on les avait attachés dans les brancards des charrettes et ils retenaient à plein rein de chargement de femmes et d'enfants. En fait, on voit très bien que le monde réel est redoublé d'emblée par un univers de signes. Autrement dit, le réalisme qui peut apparaître dans l'écriture, dans le lexique, dans la syntaxe, il est immédiatement redoublé par un univers symbolique, par un univers de signes. Il y a d'une part l'horizontalité, l'étirement du train, qui va aller vers la mobilité, d'autre part la massivité, le bloc des charrettes dans lequel sont les femmes et les enfants. Univers simpliste, univers du mythe, d'un côté les hommes, de l'autre les femmes et les enfants. Mais tout cet univers-là nous dit profondément la mort à venir. Pourquoi ? Parce que ces charrettes dans lesquelles sont entassés les femmes et les enfants, dans notre imaginaire, ce sont les charrettes qui mènent vers la guillotine. Ce sont des tombereaux qui sont pleins de morts. Et évidemment, cela veut dire que nous sommes dans la mythologie du grand temps. Nous sommes dans un univers qui est un univers où chaque événement dit l'ensemble de l'histoire, dit l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Pourquoi sommes-nous dans le monde englobant ? Parce que la nuit d'avant, on avait vu le départ de tous les hommes. Et le départ de tous les hommes, ça veut dire que nous avons envisagé à partir de ce microcosme le grand tout. Le grand tout, il est harmonieux. En lui se conjugue à la fois l'odeur du blé et l'odeur de la sueur des chevaux, l'odeur de la terre, mais une terre qui, servie par l'homme, produit l'aliment sacré qu'est le blé dans la tradition, l'odeur des animaux qui sont les animaux qui aident le monde paysan. Ceux-là sont en sueur, ils ont des reins puissants, et les reins puissants du cheval chez Giono, c'est toujours les forces qui sont les forces de la vie et même les forces qui sont les forces du désir. Tout cela forme une totalité harmonieuse dont on nous annonce ici la mort. Le train doucement s'en alla dans la nuit, il cracha de la braise dans les saules, il prit sa vitesse. Alors les chevaux se mirent à gémir, tous ensemble. Et de même que tous les hommes sont emmenés, tous les chevaux gémissent ensemble et entendent ces signes qui sont ces signes qui viennent dire l'apocalypse à venir. Alors, le premier chapitre sera suivi de 20 pages. Donc, vous voyez la disproportion entre les différents alinéas qui sont donnés. 20 pages qui vont présenter un village qui voit venir au matin d'autres signes qui sont les signes de la mort. Alors, ces signes, ils annoncent la métamorphose du monde visible. Une poussière considérable recouvre le village. Il devient roux muscat. Et puis, telle une sorte de chimère fantastique, arrive une plainte volante qui envahit le village. Et cet écho, cette plainte est en écho à la plainte des chevaux qui a eu lieu dans la nuit. C'est la même plainte qui reprend. Le cataclysme est annoncé, les paysans le voient venir, ils l'ont lu à toute une série de signes ésotériques et il sera révélé par l'idée que la montagne voulait s'assécher de bêtes vivantes, un grand troupeau va venir. Et il va quitter le lieu de vie et tout le long de son chemin, il va semer des morts et particulièrement le grand bouc mâle qui est la figure tutélaire du troupeau, qui est la représentante de ces valeurs païennes fondamentales, de ces forces de vie, forces dionysiaques que représente chez Giono le monde paysan. Donc, la terre, qui était productrice de vie, va devenir un lieu de mort. Et je crois que c'est sans doute chez Giono qu'on voit
peinte de la manière la plus nette qui soit cette violence qui est la violence des terres bouleversées, des lieux de bataille. Pas seulement parce qu'on rencontre des cadavres en décomposition un petit peu partout, mais encore parce que la terre elle-même va s'inverser en son contraire. Je vous lis, c'est la page 50 de mon édition, les soldats sont partis et ils vivent les bombardements dans la guerre. Il y avait toujours une trêve au petit matin, à l'heure où la terre sue sa fumée naturelle. Peut-être que je vous enlève ça. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Pardon. Je recommence. La rosée brillait sur la capote des morts. Le vent de l'aube, léger et vert, s'en allait droit devant lui. Des bêtes d'eau pataugeaient au fond des trous d'obus. Des rats, aux yeux rouges, marchaient doucement le long de la tranchée. On avait enlevé de là-dessus toute la vie, sauf celle des rats et des vers. Il n'y avait plus d'arbres et plus d'herbes, plus de grands sillons, et les coteaux n'étaient que des eaux de craie tout décharnées. Ça fumait doucement, quand même, du brouillard dans le matin. On entendait passer le silence avec son petit crépitement électrique. Les morts avaient la figure dans la boue, ou bien ils émergeaient des trous paisibles, les mains posées sur le rebord, la tête couchée sur le bras. Les rats venaient les renifler. Ils sautaient d'un mort à l'autre. Ils choisissaient d'abord les jeunes sans barbe sur les joues. Ils reniflaient la joue, puis ils se mettaient en boule, et ils commençaient à manger cette chair d'entre le nez et la bouche, puis le bord des lèvres, puis la pomme verte de la joue. De temps en temps, ils se passaient la patte dans les moustaches pour se faire propre. Pour les yeux, ils les sortaient à petits coups de griffe, et ils léchaient le trou des paupières, puis ils mordaient dans l'œil, comme dans un petit œuf, et ils le mâchaient doucement, la bouche de côté, en humant le jus. Viendront ensuite les corbeaux qui écartent les casques, qui tirent les cheveux et la barbe jusqu'à atteindre la partie la plus tendre du cou. Mais la fusion va s'opérer aussi, finalement, avec la terre. Les morts bougeaient. Les nerfs se tendaient dans la raideur des chairs pourries et un bras se levait lentement dans l'aube. Il restait là, dressant vers le ciel sa main noire tout épanouie. Les ventres trop gonflés éclataient et l'homme se tordait dans la terre, tremblant de toutes ses ficelles relâchées. Il reprenait une parcelle de vie. Il ondulait des épaules comme dans sa marche d'avant. Il ondulait des épaules comme à son habitude d'avant, quand sa femme le reconnaissait au milieu des autres, à sa façon de marcher. Et les rats s'en allaient de lui. Mais ça n'était plus son esprit de vie qui faisait onduler ses épaules, seulement la mécanique de la mort. Et au bout d'un peu, il retombait immobile dans la boue. Alors les rats revenaient. La terre même s'essayait à des gestes moins lents avec sa grande pâture de fumier. Elle palpitait comme un lait qui va bouillir. Le monde, trop engraissé de chair et de sang, haletait dans sa grande force. Au milieu des grosses vagues du bouleversement, une vague vivante se gonflait, puis la posthume se fendait comme une croûte de pain. Cela venait de ses poches où tant d'hommes étaient enfouis. La pâte de chair, de drap, de cuir, de sang et d'os levait. La force de la pourriture faisait éclater l'écorce. Et les mères corbeaux claquaient du bec avec inquiétude dans les nids de draps verts et bleus, et les rats dressaient les oreilles dans leurs trous achaudis de feu et de barbe d'homme. De grosses boules de verre gras et blanc roulaient dans l'éboulement des talus. En même temps que le jour, montait des au-delà du désert le roulement sourd d'un grand charroi. C'étaient ces fleuves d'hommes, de chars, de canons, de camions, de charrettes qui clapotaient là-bas dans le creux des coteaux, les grands chargements de viande, la nourriture de la terre. Mais le jour traînait longtemps avant de monter. D'abord de l'horizon déchiré, un liseré de lumière dépassait, puis un feu pâle glissait entre les nuages, coulait comme de l'eau dans les détours des tranchées. C'était tout, ça se diluait dans le vaste espace du ciel et de la terre, et ça restait comme ça, couleur de vieille paille grise. C'était le jour. La terre est devenue... Elle fleurit de la viande humaine. Le jour lui-même ne peut même plus se lever. En fait, la première guerre de destruction de masse est déjà pensée comme une guerre d'extermination. Et c'est une véritable défaite des valeurs de la guerre qui apparaît ici. D'abord parce que l'ennemi n'est plus là. L'hypérite et la mitraille anonyme ont remplacé l'ennemi. Il n'y a plus ni barbares ni mercenaires à combattre. Donc pourquoi y aurait-il des héros? Comment y aurait-il des héros?
Le grand troupeau, le feu, ceux de 14, à l'ouest rien de nouveau, mais même Mars ou la guerre jugée d'Alain signe ce moment de mutation politique profonde du sens de la guerre. Et en fait, on a rêvé même qu'elle induirait une mutation anthropologique. Qu'est-ce qui se disait avant? Il se disait tout simplement que les hommes font la guerre parce que la guerre les fait hommes. Le modèle premier, c'est le hussard, évidemment. La guerre ne fait plus les hommes, elle les défait. La guerre, elle protégeait un territoire, une terre, des sillons. Désormais, elle détruit la terre. Reste que les hommes de Giono sont des hommes justes, sidérés par un grand mystère et qui sont confrontés à une apocalypse. Il y a un artifice dans le livre de Giono, c'est qu'il y a une renaissance, qu'il y a une espérance à la fin du livre. Mais elle est tellement artificielle. Reste juste cette image de ce témoin d'humanité qui reste fraternel jusque dans la plus profonde humanité, mais le modèle du soldat, c'est le modèle du soldat mutilé. Il est mutilé par la guerre, ou il s'est auto-mutilé parce qu'il a voulu échapper à la barbarie, et il a raison. On est au plus loin, évidemment, des valeurs de courage. La différence avec le voyage, c'est que le voyage est un livre de combat. C'est un livre de combat, c'est-à-dire que il a un adversaire. L'adversaire, ce n'est pas le mercenaire, évidemment, ce n'est pas le combattant des princes. L'adversaire, c'est le roman national, des Lumières jusqu'au Moulin de Valmy. Je vais vous en donner une démonstration. On est à un moment du texte où un professeur a décidé de se faire réformer en volant des conserves, en disant « l'armée ne me gardera pas, elle m'enverra en prison parce que j'ai volé des conserves. Donc ce sera un truc pour qu'on m'éloigne du front. » Manque de chance, finalement, la patrie accepte toutes les viandes. C'est le texte. Donc le voilà, parti dans sa grande tirade, et c'est la grande tirade évidemment qu'il adresse à Bardamu. Les philosophes, ce sont eux, notez-le encore pendant que nous y sommes, qui ont commencé par raconter des histoires au bon peuple. Lui qui ne connaissait que le catéchisme, ils se sont mis, proclamèrent-ils, à l'éduquer. Ah, ils en avaient des vérités à lui révéler, et des belles, et des pas fatigués, qui brillaient, qu'on en restait tout ébloui. C'est de ça qu'il a commencé à dire, le bon peuple. C'est bien ça, c'est tout à fait ça. Mourons tous pour ça. Il ne demande jamais qu'à mourir, le peuple. Il est ainsi. Vive Diderot qu'ils ont gueulé, et puis bravo Voltaire. En voilà au moins des philosophes. Et vive aussi Carnot qui organise si bien les victoires. Et vive tout le monde. Voilà au moins des gars qui ne le laissent pas crever dans l'ignorance et le fétichisme, le bon peuple. Ils lui montrent, eux, les routes de la liberté. Ils l'émancipent. Ça n'a pas traîné. Que tout le monde d'abord sache lire les journaux. C'est le salut. Nom de Dieu. Et en vitesse. Plus d'illettrés. Il en faut plus. Rien que des soldats citoyens qui votent, qui lisent et qui se battent. Et qui marchent. Et qui envoient des baisers. À ce régime-là, bientôt, il fut fin mûr, le bon peuple. Alors, n'est-ce pas l'enthousiasme d'être libéré? Il faut bien que ça serve à quelque chose. Danton n'était pas éloquent pour des prunes. Par quelques coups de gueule si bien sentis qu'on les entend encore, il voulait mobiliser en un tour de main le bon peuple. Et ce fut le premier départ, des premiers bataillons d'émancipés frénétiques, des premiers couillons voteurs et drapotiques, qu'emmena le Dumouriez se faire trouer dans les Flandres. Pour lui-même, Dumouriez, venu trop tard à ce petit jeu idéaliste, entièrement inédit, préférant somme toute le pognon, il déserta. Ce fut notre dernier mercenaire. Le soldat gratuit, ça c'était du nouveau. Tellement nouveau que Goethe, tout Goethe qu'il était arrivant à Valmy, en reçut plein la vue. Devant ces cohortes locteuses et passionnées qui venaient se faire étripailler spontanément par le roi de Prusse pour la défense de l'inédite fonction patriotique, Goethe eut le sentiment qu'il avait encore bien des choses à apprendre. De ce jour, clama-t-il magnifiquement, selon les habitudes de son génie, commence une époque nouvelle. Tu parles. Par la suite, comme le système était excellent, on se mit à fabriquer des héros en série et qui coûtèrent de moins en moins cher à cause du perfectionnement du système. Exit le roman national, la bataille des nations contre les mercenaires des princes, remportée contre toute évidence autour du moulin de Valmy. Tout cela, c'est pour transformer des hommes en chair à canon. Et pourtant, Céline est malin. Céline n'opère pas une rupture avec toutes les traditions.
Céline, il est celui qui, en fait, récupère toutes les traditions, et de préférence les traditions humanistes. Dans cette folie de la guerre, on reconnaîtra finalement la façon dont Erasme dénonçait le triomphe de la folie. C'est bien apparu. On repérera aussi toute la façon dont Rabelais dénonçait la guerre dans les fameuses guerres picrocolines où Frère Jean des Entomeurs s'en donne à cœur joie. Et là, il y a une imitation de style très très nette chez Rabelais, parce que Rabelais travaille vraiment dans ce que nous, les littéraires, nous appelons l'intertextualité. Il y a des moments où on reconnaît le texte. Je vais même vous en lire un tout petit extrait, histoire de se faire plaisir. Donc, Frère Jean des Entomeurs défend le service du vin, sinon le service du vin, parce qu'on est en train de lui piller son verger. Et voici ce qu'il fait. Les uns écrabouillaient la cervelle, les autres rompaient bras et jambes. Les autres délochaient les spondyles du col, les autres démoulaient les reins, avalaient le nez, pochaient les yeux, fendaient les mandibules, enfontaient les dents dans la gueule, décroulaient les omoplates, sfacellaient les grèves, dégondaient les ischis, débésillaient les faucilles. Si quelqu'un voulait se cacher entre les ceps les plus épais, celui froissait toute l'arête du dos et les reintait comme un chien. Si aucun sauvé se voulait en fuyant, celui faisait voler la tête en pièces par la commissure lambdoïde. Si quelqu'un gravait en un arbre, pensant à y être en sûreté, celui de son bâton empalait par le fondement. Alors, ça, on va le retrouver tout à l'heure, cette espèce de folie démesurée avec une phrase interminable. Mais ce que Céline cite aussi très nettement, c'est un passage des jugements de La Bruyère, dans lequel on voit la condamnation justement de cette espèce qui se prétend supérieure, qui cependant imagine des massacres que jamais ni armée de chiens ni armée de chats n'aurait pu mener. Donc La Bruyère humilie l'orgueil humain, évidemment, pour l'appeler à mesurer la barbarie de la guerre. Et puis surtout, bien sûr, Le Voyage au bout de la nuit, c'est une version de Candide. C'est une version de Candide parce que on reconnaît complètement Candide à la guerre. Candide, enrôlé de force et ne comprenant guère ce qui se passe, tremblait comme un philosophe et se cache du mieux qu'il put pendant la boucherie héroïque. Donc ça, c'est le chapitre 3 de Candide qu'on a tous rencontré à l'école. C'est le même et toujours le même qui est résolument relevé. J'ai rajouté Rousseau aussi, parce que Rousseau est celui qui nous dit que, en fait, l'homme est le seul animal qui se rappelle ce qu'il a subi, et donc sa mémoire et son imagination lui permettent d'anticiper son trépas, ce que véritablement les hommes, que Bardamu, notre Candide à la guerre, découvre. Alors, nous sommes au tout début du roman. Bardamu se retrouve à la guerre et Bardamu, en fait, voit le colonel qui marche tranquillement au milieu de la route, au milieu de la mitraille, affectant, bien sûr, avec la superbe héroïque classique, de mépriser la mitraille. Ce colonel, c'était donc un monstre. À présent, j'en étais assuré, pire qu'un chien, il n'imaginait pas son trépas. Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien? 1, 2, plusieurs millions peut-être en tout? Dès lors, ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait-il? Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensais-je, et avec quel effroi? Perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, la terre comme dans un cabanon pour y tout détruire. Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas, 100 000 fois plus enragés que 1000 chiens, et tellement plus vicieux. Nous étions jolis, décidément je le concevais. Je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. Cette citation constante des auteurs de la tradition humaniste a quand même une vocation assez
étonnante chez Céline, c'est qu'il s'agit bel et bien de retourner complètement les valeurs portées par ces textes. Autrement dit, quand La Bruyère condamne l'orgueil humain, c'est comme quand Pascal abaisse l'orgueil humain. Rappelez-vous ce que dit Pascal. Pascal dit « s'il s'élève, je l'abaisse, s'il s'abaisse, je l'élève ». Bien sûr. Il s'agit d'obliger l'humain à devenir homme pleinement, avec toutes les vertus qui sont celles, évidemment, de l'homme accompli. Céline, lui, va en tirer la leçon inverse, c'est-à-dire qu'il va faire de l'humain un être dénaturé. Il va même jusqu'à citer quasiment explicitement le divertissement de Pascal. Mais le divertissement de Pascal est fait pour opérer une conversion. Nous nous détournons de l'essentiel, allons retrouver l'essentiel. Non, la seule vérité de la nature humaine, c'est l'agitation, et l'agitation vaine, pour essayer d'oublier cette chienne de vie. Alors, l'itinéraire de Candide, l'itinéraire de Barbadamu à travers d'abord la guerre de 14, puis l'Afrique, puis l'Amérique, etc., un peu comme un itinéraire de Candide dans l'autre sens, il devrait mener à une morale, mais il n'est pas question ici de cultiver quelque jardin que ce soit, comme le voulait Candide. Il est question, bien au contraire, finalement, d'aboutir à découvrir la vérité de la sale âme des hommes. La leçon du voyage, je vous le dis, c'est une leçon nihiliste. L'amour, qu'est-ce que c'est? L'infini mis à la portée des caniches. La morale de l'humanité? De la morale de l'humanité, moi je m'en fous énormément, ainsi que tout le monde d'ailleurs. En fait, on se dit que s'il y a un tel propos, c'est bien que le projet du livre est ce projet destructeur. C'est dès le début. C'est annoncé, page 38 de mon édition, la grande défaite en tout, c'est d'oublier. Et surtout ce qui vous a fait crever, et de crever sans comprendre jamais jusqu'à quel point les hommes sont vaches. Quand on sera au bord du trou, il ne faudra pas faire les malins de nous autres, mais il ne faudra pas oublier non plus. Il faudra raconter tout sans changer un mot, et de ce qu'on a vu de plus vicieux chez les hommes, et puis poser sa chic et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. Tel est le projet de l'écriture de ce livre d'un talent absolu, qui est le voyage au bout de la nuit. Donc, qu'est-ce que c'est finalement que la leçon de Céline? C'est la leçon inverse à celle de notre ami Pic de la Mirandole, non pas de l'éminente dignité de l'homme, mais de la véritable indignité de l'homme. Nous n'avons plus aucun espoir à en sortir. Alors, j'ai fait les choses un peu de travers, mais lire notre amie Céline, c'est découvrir évidemment la force expressionniste de la violence de sa peinture de la guerre. On en est bien d'accord. C'est lire aussi, finalement, des images que nous avons vues reprises tant et tant de fois chez Tardy, qui est sans doute le dessinateur le plus violent pour dire les horreurs de la boue des tranchées, bien sûr, et qui est un lecteur de Céline. Mais ce qu'on oublie là-dedans, c'est qu'il y a derrière tout cela une satire qui est absente du monde d'Autodix et qui est absente du monde de Tardy. C'est les caricatures constantes des personnages. Comment s'appellent les personnages? Ils ont des noms bizarres. Il y a Bardamu, le porteur du Barda, il y a Robinson, il y a le général des entrailles, il y a le capitaine Ortolan, il y a Bandalore, il y a Rancy. On pourrait jouer comme ça le capitaine Pinson. On est fondamentalement dans un univers de la caricature. On peut penser parfois, dans certaines scènes, à Hôtel du Nord. On a l'impression de voir Arletty sortir, et dire atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Bon. Mais souvent aussi, ce qu'on voit, c'est un univers qui est entre la famille Fenouillard. Si certains d'entre vous ne connaissent pas la famille Fenouillard, je vous le recommande. C'est une splendeur de Christophe, une espèce de personnage complètement ridicule. Et puis, bien sûr, les pieds nickelés, que je vais peut-être réussir à retrouver. Oui.
et les pieds nickelés, qui sont effectivement des personnages privés de toute morale. En fait, une espèce de Buster Keaton nihiliste parfois. On est dans un univers de la déconstruction. Qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est la vérité de la sale âme héroïque et fainéante des hommes. Je vous lis ce petit extrait en pensant à présent à tous les fous que j'ai connus chez Père Bariton. C'est un asile dans le roman. Je ne puis m'empêcher de mettre en doute qu'il existe d'autres véritables réalisations de nos profonds tempéraments que la guerre et la maladie, ces deux infinis du cauchemar. Voilà le lait de Céline. Et on est bien loin après 1932. Echnoz est sans doute celui qui révèle le plus son héritage. Il me semble qu'on peut lire le 14 d'Echnoz comme un bilan de Céline et du culte de la mémoire, ou peut-être comme un bilan de Céline tel qu'il est réinventé, réimaginé, retravaillé par le travail de la mémoire qui a été celle de 14. J'en veux d'abord pour signe que c'est un roman qui est vraiment écrit en direction d'un lecteur. C'est un roman qui est écrit en direction d'un lecteur, un lecteur expert, celui qui connaît Céline et qui a suivi ses cours d'histoire et qui sait ce que c'est que la guerre des tranchées. Et qu'est-ce que ça va donner, justement, ce résultat de notre imaginaire de la guerre? Alors, l'effet Céline, je vais aller très vite. Il y a un personnage qui s'appelle Antime, c'est une espèce de Bardamu, mais version plutôt lisse, polie ou polissée. Il commence comme lui, défile sous les acclamations, et puis il va rencontrer l'absurdité de la guerre. Simplement, lui s'en révolte, sans sentiment de l'horreur, dans une espèce de soumission. Il y a un tout petit signe, un point qui se lève à la fin, pour répondre en écho à l'international, et puis il va rentrer sagement chez la femme de son frère qu'il a épousée, ou la presque femme de son frère qu'il a épousée, et lui faire mettre au monde un deuxième enfant après l'enfant de son frère, le frère étant mort à la guerre. Mais c'est un livre surtout qui va réduire la guerre à une véritable mécanique et les hommes à de véritables marionnettes. On dirait des personnages extraits de comics. Vous voyez, il faut penser à cette espèce de réduction de la caricature qui a été faite par Céline précédemment. Et je crois que je vais couper un peu pour tenir dans les temps. Et ce qui est assez remarquable, c'est la façon dont, finalement, le texte travaille sur des très, très gros plans qui réduisent, finalement, la scène à des images cinématographiques qui ressortissent, je vous disais, plutôt de comics. Et tout ça avec une dimension qui est une dimension finalement extrêmement informative qui produit finalement une véritable déréalisation de la scène. Il y a un moment donné où va mourir le frère d'Antime, parce qu'il est dans les premiers avions armés de mitrailleuses Hotchkiss, et bientôt il va être poursuivi par un ennemi. Le problème, c'est que la mitrailleuse, elle est là pour faire bien. Au début de la guerre, on n'a pas encore armé tout ça, on a vaguement mis un pistolet à la disposition des hommes, et le personnage, finalement, va se retrouver, je vais laisser tomber ça, va se retrouver effectivement victime de cette incapacité à se défendre. Je vous donne juste... j'ai passé tous les passages de gros plans un petit peu, c'est dommage. Voilà, si vous le connaissez quand même. On vole d'eau qu'ouvrant l'œil lorsqu'un autre moustique apparaît loin derrière le Farman sur la gauche, nouvel insecte à peine perceptible, que n'aperçoivent d'abord ni 16 ni noblesse, et qui, grossissant à son tour, va se préciser.
Structure en bois revêtue de toile et ornée de la croix de Malte sur les ailes, la queue et les jambes du chariot d'atterrissage, fuselage en duralumin, c'est un biplace aviatique dont la trajectoire vers le Farman laisse peu de doute quant à ses intentions, d'autant moins qu'approchant encore, comme Charles XVI distingue un fusil d'infanterie, saillant de son poste de pilotage et pointé sans équivoque vers eux, il alerte aussitôt noblesse. On a vu la scène. Et après un balai aérien, voici ce qui va se passer. Charles est blotti sur son siège, assurant à deux mains la tenue fixe du pistolet, cependant que l'observateur ennemi oriente au contraire sans cesse le canon de son fusil. Comme Noblesse fait soudain grimper son avion dans le ciel, l'aviatique le talonne, se glisse sur lui pour remonter brusquement environ, assurant du même pas l'exposition du Farman, dans lequel Charles se retrouve masqué par son pilote, donc dans l'impossibilité d'agir. Un seul coup part alors du fusil d'artillerie. Une balle traverse 12 mètres d'air à 700 d'altitude et 1000 par seconde pour venir s'introduire dans l'œil gauche de Noblesse et ressortir au-dessus de sa nuque, derrière son oreille droite. Et dès lors, le Farman, privé de contrôle, reste un moment sur son air avant de décliner en pente de plus en plus verticale et Charles, béant, par-dessus l'épaule affaissée d'Alfred, voit s'approcher le sol sur lequel il va s'écraser à toute allure et sans alternative que sa mort immédiate, irréversible, sans l'ombre d'un espoir. Sol présentement occupé par l'agglomération de Jonchery-sur-Vesle, joli petit village de la région de Champagne-Ardenne et dont les habitants s'appellent les Joncaviduliens. Chute remarquable sur un élément qui est un élément d'information, un véritable rapport, comme ça, de savoir. Et constamment, le texte joue comme ça avec les savoirs du lecteur, avec les clichés, avec tout ce qu'on savait, évidemment. Et ce qu'on savait, c'est ce que l'on reconnaît. Autrement dit, on ne découvre pas un livre, on dialogue avec sa propre mémoire. On sait que quand on dit ça va durer 15 jours, ça va durer 3 semaines, c'est pas vrai. On sait que les manœuvres de troupes sont reconstituées après coup parce que sur le moment, le personnage n'y a rien compris, comme c'est l'usage. Et on joue avec l'invention du bracelet-montre, les objets sculptés par les soldats, tout ce que nous reconnaissons de ce que nous savons sur la guerre. À quoi cela aboutit-il ? Je vous donne la page 78-79. On s'accroche à son fusil, à son couteau dont le métal oxydé, terni, bruni par les gaz, ne luit plus qu'à peine sous l'éclat gelé des fusées éclairantes. Dans l'air empesté par les chevaux décomposés, la putréfaction des hommes tombés, puis, du côté de ceux qui tiennent encore à peu près droit dans la boue, l'odeur de leur pisse et de leur merde et de leur sueur, de leur crasse et de leur vomi. Sans parler de cet effluve envahissant de rances, de moisis, de vieux, alors qu'on est en principe à l'air libre sur le front, mais non. Ça sent le renfermer jusque sur sa personne et en elle-même, à l'intérieur de soi, derrière les réseaux de barbelés crochets de cadavres pourrissants et désarticulés qui servent parfois aux sapeurs à fixer les fils du téléphone. Cela n'étant pas une tâche facile, les sapeurs transpirent de fatigue et de peur, ôtent leur capote pour travailler plus aisément, la suspendent à un bras qui, saillant du sol, retourné, leur tient un lieu de porte-manteau. Pointe à la ligne. Tout cela ayant été décrit 1000 fois, peut-être n'est-il pas la peine de s'attarder encore sur cet opéra sordide et puant. Peut-être n'est-il d'ailleurs pas bien utile non plus, ni très pertinent, de comparer la guerre à un opéra, d'autant moins quand on n'aime pas tellement l'opéra, même si comme lui c'est grandiose, emphatique, excessif, plein de longueurs pénibles, comme lui ça fait beaucoup de bruit et souvent à la longue c'est assez ennuyé. On voit bien sûr là finalement, cette réduction, une espèce de sommaire, appelle à la mémoire du lecteur. Finalement, le moment où les livres sur 14 nous donnent à vivre quelque chose qui est une chair complètement vivante, eh bien, ça a disparu. Le dernier chapitre commence comme cela. On connaît la suite. Pendant la 4e année de guerre, les offensifs du printemps ont consommé 2 mois, une très grande quantité de soldats, la doctrine de l'armée de masse exigeant la reconstitution permanente de gros bataillons, un rendement toujours plus élevé de recrutement. Les appels de classe se sont succédés sans trêve, supposant un renouvellement considérable du matériel et des tenues, parmi lesquels nombre de chaussures et de fortes commandes adressées aux usines d'approvisionnement, dont Bornezèse a largement profité. On termine sur les bénéfices d'une grande industrie. Quant aux soldats mutilés, on va retrouver un couple finalement qui est formé par Antime et Padiolo. Padiolo est aveugle et Antime a perdu un bras. À quoi sont-ils réduits ?
Une fois ces hommes retrouvés, il a bien fallu tâcher de s'occuper ensemble, le jeu de cartes étant exclu pour Padiolo, la lecture à voix haute du journal finissant par lasser intime. On s'est encore mis à pas mal s'ennuyer. Pour tenter de contrarier cet ennui, on a souvent évoqué celui qu'on éprouvait au front et qui, frangé de terreur, était quand même bien pire. On s'est distrait en se rappelant comment on avait justement pu s'y distraire, en évoquant les passe-temps qu'on y invitait, qu'on y inventait. Tu te souviens, tu te souviens. Il est parfaitement clair ici que ce qui se dit dans ce livre-là, c'est l'effacement de l'histoire et l'effacement de la mémoire, le dessèchement de la mémoire et le dessèchement de l'histoire. Dessèchement de la mémoire de Céline, des dessèchements liés à cet enseignement de l'histoire qui est devenu une espèce de matière morte et complètement desséchée. Alors, est-ce que nous pouvons nous contenter de ce bilan d'un oubli? Eh bien sûr que non, sinon il n'y aurait pas la deuxième partie de ma réflexion, que je vais raccourcir, hélas. Il y a un réveil de la mémoire, et on peut dire que les chants de braise d'Élie de Noix de Saint-Marc sont justement la volonté de faire ressurgir des mémoires. Il se veut le témoignage des blessures que notre pays n'a pas voulu soigner. Il veut rendre justice à des hommes oubliés de tous, dont depuis des décennies, l'unique sépulture est la poussière et l'oubli. Curieux ouvrage, je vous le recommande, je ne pourrais pas vous en parler beaucoup. Un ouvrage qui est en fait un ouvrage d'espérance, qui date de 1995, et qui est un ouvrage qui dit la vérité du soldat, non pas comme héros, mais comme être qui consent et qui consent à renoncer. Alors il faudrait présenter Élie de Noix de Saint-Marc, qui vient de mourir, sa déportation, Buchenwald, sa quasiment réduction à rien dans un commando, c'est-à-dire un camp d'extermination par le travail qui jouxtait Buchenwald, qui est Langenstein. Il est un des 30 survivants d'un convoi de 1000 envoyés à Buchenwald. Et au retour de Buchenwald, il fait Saint-Cyr et il s'engage dans la Légion étrangère. C'est le premier mystère, comment quelqu'un qui a vu les horreurs de la guerre peut-il se retrouver à ne considérer que la seule direction que peut prendre son existence, c'est l'engagement. C'est l'engagement dans la Légion, l'engagement dans ce monde des expatriés, des hommes sans nom, des Français par le sang versé, qui font partie aussi d'un roman national assez important, nous les damnés de la terre, nous les damnés de la terre entière, nous les blessés de toutes les guerres. Adieu vieille Europe, que le diable t'emporte. Écoutez ce chant de la Légion, il est très révélateur justement de cet univers qui est un univers tout à fait singulier où il se joue quelque chose qui est de l'ordre non pas de l'héroïsme et de la superbe, mais de la nudité de l'homme. Les hommes avaient mis entre parenthèses leur nom, leur famille, leurs racines, leur nationalité. Ils s'étaient volontairement dépouillés de tout ce qui fait l'apparence sociale. Devant nous, ils étaient nus. La règle tacite était de ne jamais parler du passé. Nous la respections tous, conscients que la moindre curiosité pouvait être une offense. Je partageais avec eux la vision de trop de morts. Comme moi, ils essayaient de vivre avec le souvenir des engloutis. Un jour, l'un d'eux m'a traduit le passage d'un de leurs chants. « Enfants, profitez de la guerre, la paix sera terrible. » Beaucoup fuyaient le quotidien sans relief. Ils recherchaient le combat non par goût de tuer, mais pour ce qu'il implique de dépouillement, le seul manteau capable de recouvrir leurs blessures. Ne croyez pas que l'homme qui veut réhabiliter le guerrier soit un homme qui aime la guerre. Il le dit, quiconque a fait la guerre, personne ayant fait la guerre ne peut l'aimer.
La guerre est un mal absolu, il n'y a pas de guerre joyeuse ou de guerre triste, de belle guerre ou de sale guerre. La guerre, c'est le sang, la souffrance, les visages brûlés, les yeux agrandis par la fièvre, la pluie, la boue, les excréments, les ordures, les rats qui courent sur les corps, les blessures monstrueuses, les femmes et les enfants transformés en charognes. La guerre humilie, déshonore, dégrade. C'est l'horreur du monde rassemblé dans un paroxysme de crasse, de sang, de larmes, de sueur et d'urine. Et pourtant, la guerre est le lieu où se révèle une vérité humaine, où elle prend une direction qui est une direction profondément fraternelle et je dirais que d'abord, on se bat sans doute moins pour des idées que pour des hommes. C'est ce que dit tout le temps Élie Denoy de Saint-Marc à n'importe quel moment. D'ailleurs, le sens de sa vie est révélé d'ailleurs par l'explication qu'il donne du putsch. Ça peut être intéressant d'aller lire ça, on verra autre chose. Ce putsch qui est en fait un acte désespéré, qui ne croit pas à son efficacité, mais qui veut signifier la fidélité à des hommes, le refus d'abandonner les harkis, comme on a abandonné les Vietnamiens qui luttaient aux côtés des Français au massacre Viet Minh, comme seront massacrés les harkis. Et il se passe là quelque chose qui est une vérité fraternelle et peut-être aussi virile, que je ne peux pas m'empêcher de vous lire. À l'heure du danger... Non, on va quand même commencer avant. Je retrouvais un décapage semblable à celui de l'humiliation subie en Allemagne, à la différence notable qu'il s'agissait d'un dépouillement volontaire. Tout se mettait en place. À l'heure du danger, le soldat est seul face à sa peur. Il n'y a plus de jeu social, ni d'interrogation existentielle. En ce sens, la guerre est une sorte de révélation. Au Vietnam, les hommes dont tout m'aurait distingué dans la vie courante sont devenus mes amis et mes frères. Ensemble, nous avons attendu dans le silence. Ensemble, nous avons basculé d'une carlingue au-dessus des bombes. Ensemble, nous avons serré les poings de joie après une victoire. Ensemble, nous avons fermé les yeux d'un camarade, le plus proche, le meilleur, mort la tête sur nos genoux. Je me souviens des regards échangés dans l'avion au moment où la sonnerie annonce l'imminence du parachutage, de ceux que j'observais au départ des opérations de nuit à la lueur des torches électriques, ou juste avant de donner l'ordre d'un assaut, le bras à demi levé. La pupille alors ne mentait pas, elle reflétait le visage caché de chacun. Cette expérience, c'est celle qui va nous être rapportée finalement dans les deux livres dont je ne vais pas avoir le temps de parler, mais que je vous invite à lire infiniment. Et quand vous aurez lu L'obéissance de François Sureau, surtout n'oubliez pas de lire le reste, c'est-à-dire Le chemin des morts. Il faudrait que j'enlève les pieds nickelés, parce que là, on n'est plus du tout dans les pieds nickelés. Voilà. Je sais pas si... ça ne va pas du tout, cette histoire. Désolée. Donc, lisez Inigo, qui est un roman sur Ignace de Loyola, et lisez Le chemin des morts, qui est un récit qui vous expliquera un itinéraire très curieux, celui de ce brillant énarque qui, à un moment donné, s'est engagé dans la Légion étrangère, lui aussi, et a combattu en Afghanistan et en Bosnie. Sans doute pour réparer peut-être une faute, qu'il commet et qu'il raconte dans Le chemin des morts. Il y a là quelque chose qui explique aussi pourquoi il a fait un hommage particulièrement appuyé à Élie Denoy de Saint-Marc. L'obéissance, c'est une histoire invraisemblable. C'est l'histoire d'une décision historique. Les Belges veulent exécuter un soldat qui a massacré des femmes. Seulement, ils n'ont plus de guillotine parce qu'ils ne l'ont pas fait depuis longtemps. Et voilà que les belligérants s'entremettent pour laisser passer toute une escorte, qui est une escorte qui va aller
jusqu'en Belgique, parmi les lignes, pour aller exécuter ce soldat, comme si on ne pouvait pas le fusiller directement. Non, ça n'est pas la loi. C'est un roman à plusieurs voix. Je ne vais pas développer parce que sinon je vais déborder mon temps. Simplement, ces voix vont confronter complètement, comme on le fait chez Élie de Noix de Saint-Marc, le monde de l'arrière et le monde des soldats. Il y a ceux qu'on appelle les Pékins, les bourgeois, généraux, politiciens, journalistes. Et puis il y a les soldats. Entre eux, un mépris réciproque, extrêmement violent, une incompréhension totale, qui est représentée par cette figure invraisemblable du bourreau. Lorsque les soldats voient passer le bourreau, cet homme sombre qui ressemblait à un chef de bureau, et là, le capitaine Lott commente ainsi les choses. Peut-être l'un d'eux se disait-il que le dieu qui présidait à cette guerre devait ressembler à ce fonctionnaire, un dieu des bureaux, venu inspecter le chaos et faire sur lui le rapport où il se recommanderait à lui, même de le faire cesser, ou au contraire, de lui donner plus d'ampleur. La bêtise porte une redingote, une blouse, un bourgeron et s'écrie « À Berlin, à Berlin ». Nous sommes loin de Berlin, nous sommes arrêtés à Dreuil. La mort, c'est de l'air à la place du sang. Le sang a coulé, les corps sont blêmes et gonflés comme des baudruches. Des morts par milliers pètent et se vident. De cela, les redingotes ne savaient rien avant de nous envoyer au casse-pipe. Ce qu'il y a de consolant dans cette guerre, c'est que les civils y meurent aussi, s'exprime à un moment donné le capitaine Lott aussi. C'est justice parmi ces sacs de chair que coltinent les Chinois. Combien ont gueulé « Vive la guerre » quand ils étaient vivants. Je connais ces animaux-là, des porcs qui, sur le seuil de l'abattoir, crient « Vive la charcutière ». Nous étions plus sages, nous autres, les traîneurs de sabre. Nous connaissions les sensations de la guerre, le poids du ventre frêle sous la baïonnette, les jambes coupées avant l'assaut. La fatigue d'être tous pareils, habillés pareils, simples, prêts à tuer. Mais comme les animaux ne le font pas, à la manière de l'homme, avec raison, avec ennui parfois. Un ennui que la simplicité, la couleur, le rugueux de nos uniformes nous semblaient résumer. C'est un ennui que j'éprouve à nouveau devant Dreuil. Le bon soldat n'est pas une tête brûlée, il fait son métier comme il le faisait avant la guerre, c'est tout. Mais il se passe dans ces moments d'une obéissance qui est sans illusion sur le sens de cette obéissance. Quelque chose qui va être une fraternité humaine. J'ai mesuré combien j'aimais les dragons, Lott et Desblers. Je ne me serais jamais cru capable de ce sentiment avant que l'armée me fasse obéir. D'un côté, les Pékins, de l'autre, les soldats, qui répondent à des ordres absurdes, mais qui répondent. Lott est celui qui va se retourner, comme son nom aurait pu le laisser présager, pour aller chercher un imbécile qui est en fait l'aide du bourreau, qui protège ses lames superbes et qui ne veut pas se ranger au moment du bombardement. Il va faire son boulot de soldat, d'aller sauver l'abruti, parce que c'est pour ça qu'il a été formé. Donc, il va jusqu'au bout. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le livre fait apparaître, entre ces deux univers qui ne peuvent pas se comprendre et qui n'ont rien à se dire, elle fait apparaître l'horreur toute nue de la guerre, et face à elle, la vérité de la fraternité, la noblesse de l'obéissance sans illusion, la leçon de ces livres-là, c'est que la guerre a évidemment sa dimension d'absurde, sa dimension de barbarie, sa dimension d'horreur, sa dimension de désespoir, mais qu'elle n'annule pas le sens du sacrifice des soldats. Le livre, d'ailleurs, s'achève sur une lettre à un instituteur fait par le lieutenant Verbrugge, hommage au sens, hommage à la littérature, écho sans doute de la lettre que Camus écrivait à son vieil instituteur, avec cette idée à la fin, c'est que ce bourreau qui reste calme, qui ne réagit pas, qui prend des notes très rigoureuses sur le détail de ses exécutions, depuis ce passage-là, alors qu'il n'a montré aucune émotion là-bas, il refuse désormais d'exécuter. Il y a une possibilité de dire la vérité de la guerre. Alors, où j'ai laissé mon âme, je ne vais pas vous en parler parce que sinon on n'aura pas le temps de parler ensemble, c'est
c'est quelque chose de très semblable sur le plan de la leçon, en ce sens que si parfois il peut y avoir séduction de la guerre, fascination pour la guerre, ce livre-là en guérira radicalement les amateurs de conflits, comme l'obéissance, comme les chants de braise. La reconnaissance du sens du sacrifice du soldat prend à nouveau cette forme de la grandeur de l'homme nu, sans les faux oripeaux de la mort héroïque, sans les leurres de la mort de la dignité, mais fraternel malgré tout, incompris toujours. La grandeur du soldat, et je regrette de ne pas avoir eu le temps de vous en parler, mais j'ai vraiment pas le temps, c'est une grandeur de pauvre, c'est une grandeur de quelqu'un qui va être confronté, par définition, à plus grand que lui, et plus grand que lui qui l'oblige à se dévouer. Et le faire comprendre, c'est, je crois, l'honneur de la littérature. Et là, je voudrais conclure. Après avoir été voué à l'indignité, le soldat est en train de retrouver un droit de cité dans la littérature. Il conquiert une nouvelle grandeur qui, dans les 3 œuvres que j'ai évoquées là rapidement, mais que je vous inviterai à lire, est vraiment la grandeur du renoncement. S'il ne s'agit pas seulement du renoncement aux vanités de ce monde, il s'agit aussi du renoncement à sa vie. Et c'est quelque chose de très important. Parce qu'il y a là une véritable grandeur. Le soldat qui affronte la mort, déjà, il ne s'appartient plus. Parce qu'il a renoncé, finalement, à son corps, au culte de son corps, ou à la réduction qui est opérée dans nos sociétés du moi au corps. C'est pourquoi cette expérience d'une liberté radicale, d'une émancipation de cet emprisonnement dans le corps, produit aussi une admiration pour le moment de la guerre. C'est un moment de totale liberté et c'est pour ça qu'il est irréductible à une idéologie. On peut dire que les idéologies sont des épiphénomènes dans l'engagement. Le soldat, il se bat bien pour la patrie, il obéit bien au pouvoir politique, mais il est sans illusion. Et je dirais même que, très clairement, ce que ces 3 livres nous disent, c'est que la vocation du combattant, c'est d'être en rupture avec la patrie à laquelle il obéit et pour laquelle il va affronter la mort. Mais cette patrie qui ne le comprend pas, il va s'y dévouer parce qu'elle lui donne une liberté extraordinaire. Quelle liberté ? D'abord, il échappe à l'indifférenciation dans laquelle tous nous vivons. La conjonction d'un individualisme narcissique et du triomphe de la dure loi de l'équivalence de la marchandise, comme dirait Baudrillard, a aboli toutes les singularités, a réduit finalement toutes les différences. On peut même dire qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont réussi à abolir l'espace, je peux communiquer dans le village global complètement, a aboli les territoires et a aboli le temps. Vous savez, on parle toujours de ce temps réel, ce temps de la maturation, le temps de l'attente, qui est le temps fondamental dans la guerre. C'est le temps dramatique, ça n'existe plus non plus. Or, l'uniforme, ça va être quelque chose qui va recréer de la différence, parce que ça sépare de l'autre, ça recrée une communauté, ça recrée du différentiel, et ça recrée en même temps un univers qui est l'univers du combattant. C'est un combattant qui se bat toujours pour plus grand que lui. On restaure un principe. Nos sociétés ont aboli les principes. Elles ont aboli tout ce qui était autre, tout ce qui était supérieur à la matérialité du réel. Le soldat, lui, en fait, il est dans l'obéissance seulement, dans la fidélité à l'État seulement, pas plus, pas au-delà. Mais il est celui qui se retrouve en train de faire l'histoire, en un moment justement où nous sommes en train de nier l'histoire. Nous sommes en train de nier qu'il y ait des conflits géopolitiques. Nous sommes en train de prétendre que l'armée, c'est l'équivalent des médecins du monde. Nous sommes en train de dire que nous n'avons plus d'ennemis, mais que nous avons seulement à combattre des monstres, qu'ils soient terroristes ou tyrans. C'est exactement la même chose. Alors, ces livres sont nécessaires.
Ils sont nécessaires maintenant, parce que là, je vous ai donné la version, je dirais, contrastée du soldat, de son dévouement, de sa grandeur, mais sa grandeur sans illusion. Mais actuellement, nous sommes dans un moment où il semble que ce vieux pays et ce vieux continent soient vraiment en train de craquer partout. Il me semble qu'on entend un peu partout quelque chose qui ressemble au cri du futuriste Marinetti qui disait « La guerre est la seule hygiène du monde. La violence barbare fascine à nouveau. » On a affaire à une jeune génération qui est dans un désir d'apocalypse. Il se manifeste aussi dans la littérature, celui-là. Elle est dans le désir d'en découdre. Elle est peut-être aussi dans le désir d'abolir notre vieux monde. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, justement, cette déréalisation produite radicalement par l'indifférenciation, par cet univers de signes et de virtuels dans lequel nous vivons, appelle le besoin de retrouver à un moment donné un contact avec le réel. Et ce contact avec le réel, il peut se faire par le sang, par la souffrance et par la mort. Alors il faut là-dessus essayer de trier le bon grain de le livret. Il va falloir, pour pouvoir distinguer le retour archaïque de la violence barbare de la volonté d'entrer dans un univers de sens, il va falloir deux choses. Il va falloir qu'on autorise le discours du soldat, y compris du jeune soldat, qu'on efface de son front l'abominable soupçon que le règne, j'aurais pu dire du bisounours, j'aurais pu dire aussi le règne de Big Mother, comme dit Michel Schneider, y a déposé. Est-ce que quelqu'un qui s'engage dans l'armée n'est pas profondément comme on dit si joliment, si facilement, un fasciste ? Ce discours dominant, il est important qu'on apprenne à le faire disparaître. Parce que nous vivons effectivement, je vous disais qu'on allait finir par Saint-Exupéry, nous vivons un moment où nous sommes dans la même situation de crise que celle qu'évoque Saint-Exupéry à la fin de Terre des Hommes. À la fin de Terre des Hommes, ce que dit Saint-Ex, c'est que si nous voulons lutter contre la guerre, il faut d'abord comprendre pourquoi certains hommes sont si fascinés par la guerre. Celui qui ne soupçonnait pas l'inconnu endormi en lui, mais l'a senti se réveiller une seule fois dans une cave d'anarchistes à Barcelone, à cause du sacrifice, de l'entraide, d'une image rigide de la justice, celui-là ne connaîtra plus qu'une vérité, la vérité des anarchistes. Et celui qui aura une fois monté la garde pour protéger un peuple de petites nonnes agenouillées, épouvantées dans les monastères d'Espagne, celui-là mourra pour l'Église. Les idéologies peuvent toujours tout prouver. La vérité, c'est que nous avons besoin, dit-il, d'être réveillés, nous avons besoin d'être délivrés. La vérité pour l'homme, c'est ce qui fait de lui un homme. Pour comprendre l'homme et ses besoins, pour le connaître dans ce qu'il a d'essentiel, il ne faut pas opposer l'une à l'autre l'évidence de vos vérités. Oui, vous avez raison, vous avez tous raison, la logique démontre tout. Il a raison, celui-là même qui rejette les malheurs du monde sur les bossus. Si nous déclarons la guerre aux bossus, nous apprendrons vite à nous exalter. Nous vengerons les crimes des bossus. Et certes, les bossus aussi commettent des crimes. Mais, en fait, nous voulons aller chercher des vérités fallacieuses, des vérités trompeuses qui nous dupent. Pourquoi ? Parce que il y a 200 millions d'hommes en Europe qui n'ont point de sens et qui voudraient naître. L'industrie les a arrachés au langage des lisiers paysannes et les a enfermés dans les ghettos énormes qui ressemblent à des gares de triage encombrées de rames de wagons noirs. Du fond des cités ouvrières, ils voudraient être réveillés. Nous voulons être délivrés. Celui qui donne un coup de pioche veut connaître un sens à son coup de pioche. Et le coup de pioche du bagnard qui humilie le bagnard n'est point le même que le coup de pioche du prospecteur qui grandit le prospecteur. Le bagne ne réside point là où les coups de pioche sont donnés. Il n'est pas d'horreur matérielle. Le bagne réside là où des coups de pioche sont donnés qui n'ont point de sens, qui ne relient pas celui qui les donne à la communauté des hommes. Et nous voulons nous évader du bagne. Nous sommes dans un moment où nous voulons nous évader du bagne. À nous de restaurer du sens.
à nous d'écouter aussi ce que la littérature nous dit sur cette perte du sens et sur les dangers de réveil de la barbarie qui se manifestent aujourd'hui. Je vous remercie. Madame, je suis assez surprise de ce genre que vous avez adopté. Parfois, c'était l'histoire de la littérature, parfois, c'était la lecture des textes, c'était des choix. Comme tous les choix, ils sont révélateurs. Et puis, je veux dire, une bonne dose d'idéologie, puisque vous nous emmenez de l'horreur de la guerre à l'admirable générosité de Saint-Exupéry, en nous faisant admirer au passage la grandeur de ceux qui se lancent dans la guerre coloniale et qui, de fait, font la sale besogne auquel on contraint la Légion étrangère. Dans ce cas-là, c'était une Légion étrangère choisie, c'est rarement le cas. Et juste tout de même pour vous mettre un petit peu la puce à l'oreille ou à ceux des auditeurs, quand vous êtes dans la littérature, je pense seulement elle, vous dites « notre chère amie Céline ». Je crois qu'on peut dire que c'est un grand écrivain, mais à coup sûr, jamais, me semble-t-il pour certains, et pour Saint-Exupéry par exemple, il n'aura jamais pensé que le terme d'amitié ne pouvait être rapproché de ce que fut le lamentable destin organisé de M. Céline. J'en suis plus que d'accord avec vous. Je me suis dit, est-ce que je m'arrête pour dire que c'est une antiphrase? Et j'avais pensé que le contexte faisait apparaître que c'était une antiphrase, effectivement. Pour revenir sur la question des guerres coloniales, je vous invite à lire Élie de Noix de Saint-Marc, parce que c'est une lecture qui, moi, m'a profondément surprise et a profondément ébranlé mes représentations. Élie de Noix de Saint-Marc est quelqu'un qui vous dit « j'étais pas allée en Indochine, après être sortie de Buchenwald », c'est un passage que j'aurais pu lire, mais il m'aurait fallu 2 heures de temps. La règle, c'est qu'on essaie quand même d'échanger un maximum. On aurait pu... je n'étais pas allée là-bas pour défendre des intérêts coloniaux, c'était pas vrai. Et ce qu'il reproche aux politiques, et il a raison, c'est que la guerre d'Indochine est une guerre qui n'a pas dit son nom, qui s'est très progressivement glissé dans une guerre qui a été ensuite une guerre contre le communisme. Et je crois que là, ce qu'ont fait les camps Viet Minh, si vous voulez, c'est parfaitement clair. Je fais partie des gens, effectivement, comme vous dites, j'ai une certaine dose d'idéologie, je fais partie des gens qui sont scandalisés par l'hommage rendu par la France au général Giap, qui a fait mourir 71% des prisonniers dans les camps Viet Minh. Et je pense là, si vous voulez, qu'il y a quelque chose à repenser de notre histoire. Nous avons ce que je voudrais suggérer, et j'avoue, si vous voulez, que je l'ai largement suggéré, parce que je n'ai pas le temps de mener ma démonstration jusqu'au bout, ce que je voudrais suggérer, c'est que nous avons à revisiter le travail de la mémoire. Pourquoi ? Parce que nos mémoires se sont figées. Elles sont devenues effectivement complètement toxiques et elles nous interdisent de repenser la complexité des situations. Nous avons désormais une lecture extrêmement manichéenne de l'histoire, comme nous avons une lecture manichéenne des guerres. Ce que j'évoquais à la fin, quand vous dites c'est une bonne dose d'idéologie, si vous me permettrez, je changerai un petit peu le mot, je dirais c'est une bonne dose de philosophie. C'est-à-dire que j'emploie ici le vocabulaire des analyses qui sont par exemple celles de Baudrillard. Quand Baudrillard dit « nous vivons dans un univers qui est finalement un Occident qui a perdu ses valeurs transcendantes, qui ne connaît plus que la marchandise et le réel s'abolit quand il n'a pas de principe fondateur », alors je pense qu'il a raison. Là
où il n'a pas vu venir, il faut dire qu'il n'est plus là, hein. C'est ce moment où cet univers de signes autoréférentiels qui fait qu'on se promène dans un univers assez tranquille, où il y a d'un côté les gentils, de l'autre les méchants, la géopolitique, ça n'est jamais aussi simple que cela, hein. Eh bien, c'est un univers qui provoque en ce moment l'appel à la violence, et cet appel à la violence, on le voit dans la jeunesse de notre pays. Alors, la dose de philosophie. Je vous dirais aussi que c'est une dose de désolation de ma part. Je suis un membre de l'Éducation nationale et je ne comprends plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des enfants qui ont été formés par nos écoles soient des enfants qui soient capables, par exemple, de se transformer en Mohamed Merah, ou qui soient capables de se laisser duper par un Coran qu'ils ont rencontré la semaine d'avant pour aller jouer une partie assez inquiétante en Syrie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je crois qu'il y a un moment qui est un moment de recherche du sens. Et je crois que nous ne leur donnons pas assez à manger. Ils ne veulent pas être nourris, c'est la dernière phrase de Saint-Ex, ils veulent être cultivés. Moi, je trouve qu'on vit ce moment-là et que ça, c'est très, très dangereux. Mais si quelqu'un veut s'interposer, je trouverais que ce serait souhaitable. Mais je souhaiterais entendre. Prenez le micro alors, madame. Quelqu'un d'autre veut... Merci pour cette conférence. Nous aussi, nous voulons nous évader du bagne. Juste une chose sur Peggy. Peggy, nous le lisons encore aujourd'hui, et particulièrement, ce sont les éditions anarchistes qui le republient sous la direction de Roger Dadoun. Et en effet, les anarchistes qui sont du côté de la pensée, mais aussi du conflit, lisent Saint-Exupéry, lisent Peggy et le publient et le diffusent. Sur le livre Où j'ai laissé mon âme, ce qui paraît intéressant, c'est la polyphonie qui est au cœur du roman, puisque il y a un personnage de l'armée traditionnelle, fervent catholique, lui aussi passé par Buchenwald, qui aurait voulu ne pas déshonorer sa tâche et qui va être contraint de torturer un jeune instituteur qu'il va après identifié comme une figure christique. Et c'est entrecoupé ce récit par un monologue d'un de ces hommes devenu lieutenant et qui lui a putché et lui apporte la contradiction. Il lui dit que derrière celui qui a voulu rester droit, il y a ceux qui ont choisi de se salir les mains, mais justement de ne plus obéir à l'État en choisissant le putsch d'Alger. Donc dans cette polyphonie, dans cette inquiétude sans cesse au cœur du roman, il y a quelque chose, oui, qui me paraît indécidable encore. Est-ce que vous pourriez éclairer un petit peu? Oui, je dirais même que c'est profondément aporétique. C'est un roman très fort, c'est un roman qui part d'une situation qui est une situation authentique, c'est-à-dire que lorsque Ben Midi a été livré à Ossarès par Jacques Allaire lui a fait rendre les armes. Et c'est ce prétexte-là qui va apparaître dans le roman. Alors, Ferrari a l'élégance et l'intelligence de ne pas nommer les personnages parce qu'il retranspose complètement et il n'a pas de pertinence pour sonder les reins et les cœurs. Mais on est effectivement face à quelqu'un qui cherche à garder les mains blanches et qui est justement ce capitaine de Gorse qui a quelque chose à voir avec Jacques Allaire et qui est désespéré parce qu'il ne peut pas avoir les mains propres. Et il est d'abord celui qui condamne des formes de torture où on prend plaisir, hein, et ensuite il est celui qui va à un moment donné torturer un instituteur, oui mais vraiment, là, le barbare est remonté en lui à ce moment-là. Et les condamnations vertueuses qu'il avait adressées à un de ses subordonnés, elles pourraient tout aussi bien, à ce moment-là, retomber sur lui. On ne peut pas garder les mains propres. Mais ce qui est mis en accusation dans ce livre, hein, c'est... d'abord, on est sûr qu'il n'y a pas de guerre propre. Hein, ça, je veux dire que c'est quelque chose de très... Il n'y a pas de guerre pure, il n'y a pas de guerre juste, en fait. Mais ce qui est mis en accusation, c'est le pouvoir qui, en fait, oblige l'armée
à faire des tâches de police. Et là, effectivement, il y a une trahison. Et cette trahison, elle est absolument terrible. Alors, quant au putsch de Moreau, il a exactement l'argumentaire d'Élie de Noix de Saint-Marc à propos du putsch, en disant on ne me fera pas refaire en Algérie ce que nous avons fait en Indochine, c'est-à-dire trahir des hommes. Si la guerre a un sens, c'est un sens en direction, non pas des idéologies qui peuvent bouger et être interchangeables. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue-là, hein, mais disons que c'est le discours qui est tenu. Hein, mais c'est, par syntaxe à la fin, hein, bien sûr, mais c'est justement celle de la protection des hommes. Et là, on a manqué de parole. Hein, on a trahi tous les peuples qui s'étaient rangés du côté de la France. On a donné des coups de crosse sur leurs mains quand elles s'accrochaient au camion des Français qui partaient, et c'est le discours d'ailleurs que tient Élie de Noix de Saint-Marc au moment de sa condamnation par le tribunal parce qu'il est putschiste, et il rappelle ça, c'est la loyauté aux hommes avant la loyauté aux êtres. Mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution entre celui qui dit tu as tort, tu continues à t'excuser, tu as été mon maître à penser, tu as été mon guide, mais tu as trahi parce que tout d'un coup tu cherches des excuses et tu cherches à avoir les mains propres. Faut pas rêver, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes forcément dans une guerre qui est une guerre qui fait du mal. C'est pas possible autrement. Hein. Donc arrête de t'excuser. Et puis bien sûr, l'autre, fallait-il rendre les honneurs à Ben Midi ? Lorsque le capitaine, c'est l'autre qui est le capitaine, enfin bon. Lorsque le Moreau dit à son capitaine c'est très bien de rendre les honneurs à Ben Midi. Ben Midi, il a fait massacrer un bordel où il y avait des filles qui on a retrouvé complètement éventrées. Il a fait mettre une bombe parmi tous les petits écervelés qui, dans le café, étaient en train de danser. Alors, ils valaient pas cher les uns les autres, hein, mais c'est ça, t'aimes pas. Ça. T'aimes pas les hommes ordinaires, les hommes bas, les putains, ça compte pour que dalle, les mômes qui dansaient, ça compte pour que dalle. Alors que là, ta belle mise en scène militaire, ça voulait dire, regardez la noblesse de deux combattants qui se font face à face. Et ce qui est terrible, c'est que le livre ne décide pas entre les deux points de vue. Il dit ça, il dit l'épaisseur tragique de la situation. Et c'est pour ça que ce livre est vraiment tout à fait remarquable. Plus personne ne souhaite reprendre la parole. Alors je vous remercie.